Comment est-ce qu'on va nourrir les villes de demain? C'est sans doute l'une des questions les plus importantes de notre époque. Et les réponses, elles pourraient complètement transformer notre monde. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Parce que souvent, quand on pense à l'alimentation du futur, notre imaginaire, il va piocher directement dans la science-fiction. L'ASF, elle est remplie de ces idées de mondes agricoles. Vous savez, des planètes entières dédiées à l'agriculture. C'est une vision de contrôle total, absolu sur la nature. Une idée qui fascine, même si elle paraît très, très lointaine. Sauf que voilà, le vrai défi, il n'est pas dans l'espace. Il est juste là, sous nos yeux, sur Terre. D'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. C'est un chiffre colossal qui change absolument toute la donne. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette concentration massive d'humains dans les zones urbaines met une pression immense sur nos systèmes alimentaires traditionnels. Comment on fait pour amener de la nourriture fraîche et durable à des milliards de citadins? Du coup, face à ce défi, il y a une première grande vision qui émerge. Et elle est audacieuse. Elle propose de prendre le contrôle total sur la nature. L'idée est assez simple en fait. Au lieu de s'étaler sur des kilomètres et des kilomètres de champs, on cultive vers le haut, vers le ciel. Il faut s'imaginer des tours remplis de salades ou des entrepôts où absolument tout, la lumière, l'eau, les nutriments, est piloté par ordinateur. Et les avantages sont potentiellement énormes. On parle de découpler complètement la production de nourriture de la géographie ou du climat, et bien sûr, de rapprocher radicalement la ferme du consommateur. Prenons un exemple très concret, l'eau. Pour produire un seul kilo de tomates, une ferme classique peut consommer jusqu'à 400 litres d'eau. Un système hydroponique, lui, comme il recycle l'eau en permanence, n'en utilise que 70. L'économie est juste spectaculaire. Et puis, il y a l'aquaponie qui va encore un cran plus loin. Là, on crée un véritable écosystème en circuit fermé. Les déjections des poissons deviennent l'engrais pour les plantes, et les plantes en retour purifient l'eau pour les poissons. C'est une boucle parfaite, zéro déchet. Et tout ça, attention, ce n'est plus de la science-fiction, hein. Des usines à laitue géantes à Tokyo, des fermes d'herbes aromatiques high-tech en France, ça existe déjà. L'innovation continue même avec des projets qui utilisent la chaleur de la terre, la géothermie pour chauffer les serres de façon hyper efficace. Mais et si la solution, ce n'était pas plus de contrôle, mais pile l'inverse? C'est le cœur d'une deuxième vision, une vision qui ne repose pas sur la maîtrise, mais plutôt sur la connexion. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. L'idée ici, ce n'est pas de bâtir un système artificiel à côté de la nature, mais plutôt de mieux comprendre les cycles naturels, les dynamiques sociales, et de travailler avec eux pour produire de la nourriture. Ce qu'on voit sur ce schéma, et c'est ça qui est fascinant, c'est la complexité d'un système alimentaire. Ce n'est pas juste une histoire de production, c'est un énorme réseau de flux d'argent, de dons, de relations sociales, et ça met en lumière le rôle crucial, mais souvent invisible, des femmes dans la nutrition des familles par exemple. Et dans cette même logique, on retrouve des initiatives comme les jardins communautaires. Des études menées à Paris ou à Séville montrent qu'ils peuvent vraiment et significativement contribuer à la sécurité alimentaire d'un foyer, surtout pendant la haute saison. Alors là, on a deux visions qui ont l'air de s'opposer en tout point, mais en fait, elles ont un allié en commun, un nouvel allié extrêmement puissant, la donnée. Imaginez un instant. Aujourd'hui, des scientifiques utilisent des algorithmes pour mouliner des montagnes de données, la météo, les prix sur les marchés, les rendements des années passées. Et avec ça, ils arrivent à prédire les futures crises alimentaires, et avec une précision qui était juste impensable il y a quelques années. Ce que ces modèles nous montrent, c'est l'effet domino. Une mauvaise récolte de maïs en Amérique du Nord, comme on le voit ici, peut déclencher une flambée des prix à l'échelle mondiale. Le risque, qui était abstrait, devient une probabilité mathématique. Et ce pouvoir de prédiction, il peut vraiment booster les deux approches. D'un côté, il peut aider à régler au millimètre près une ferme verticale pour maximiser son rendement. De l'autre, il peut aider toute une région à anticiper une sécheresse et à s'y préparer. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais il faut aussi regarder la réalité en face. Aucune de ces visions n'est une solution miracle. Chacune a ses propres et énormes défis. Pour la ferme verticale, le premier obstacle, et il est de taille, c'est le coût. Une étude a calculé qu'une ferme verticale pourrait coûter plus de 850 fois plus cher au mètre carré qu'une ferme traditionnelle. L'investissement de départ est colossal. La vision intégrée, elle, se heurte à d'autres murs. Comment on fait passer l'agroécologie à l'échelle d'un pays entier? Comment on s'assure que les jardins partagés profitent vraiment à ceux qui en ont le plus besoin? Et comment on gère la logistique hyper complexe du recyclage des déchets alimentaires à grande échelle, avec toutes les normes sanitaires que ça implique? Donc au final, on se retrouve avec un vrai choix de société. Deux visions pour l'avenir, toutes les deux puissantes, mais toutes les deux imparfaites. La question, en fin de compte, elle est bien plus profonde que ce qu'on mange. Est-ce qu'on doit chercher à créer un monde parfait, mais sans la nature?
Ou est-ce qu'on doit plutôt chercher à perfectionner notre place au sein de la nature? Le chemin qu'on choisira, il définira notre relation future avec la planète et le monde qu'on laissera derrière nous.